Anthony Colin Bruce Chapman, né en 1928 dans la banlieue de Londres, obsédé par la légèreté et l'efficacité, fonde Lotus en 1952. Sa philosophie tient en une phrase devenue légendaire. Simplify then add lightness. Simplifie puis allège. Chapman ne conçoit pas de voiture de course. Il sculpte des instruments de précision. Chaque gramme superflu est une insulte à son génie. Ses monoplaces, souvent jugées fragiles par les traditionnistes, repoussent les limites de l'ingénierie. Plusieurs se désintègrent en course, tuant leurs pilotes, mais leur performance révolutionne le sport. Jusqu'en 1968, l'aérodynamique en Formule 1 se limite à réduire la traînée. Les carrosseries sont profilées, mais l'idée d'utiliser l'air comme force d'appui reste marginale. Tout change lors de la saison 1968. Ferrari et Brabham expérimentent timidement des petits appendices sur leur voiture. La Lotus 49B apparaît dotée d'ailerons gigantesques montés sur de hautes structures métalliques. L'effet est immédiat et spectaculaire. Les vitesses de passage en courbe augmentent drastiquement. Hill et Rins dominent plusieurs courses, mais les comportements deviennent imprévisibles. Les structures soumises à des forces aérodynamiques mal calculées cèdent régulièrement. Le drame se produit à Barcelone en 1969. Les ailerons de plusieurs voitures se brisent à pleine vitesse. Graham Hill échappe miraculeusement à la mort. La monoplace se désintègre dans un accident terrifiant. La FIA réagit immédiatement. Les ailerons seront strictement réglementés, limités en hauteur et en dimension. Cette crise marquera le début du jeu de chat et la souris entre ingénieurs et régulateurs qui durera jusqu'à aujourd'hui. Les années 1970 voient émerger une nouvelle génération de pilotes. Plus éduqués, plus conscients de leur image, ils transforment la perception du métier. Jackie Stewart, l'Écossais élégant, incarne ce changement. Triple champion du monde, Stewart ne se contente pas de gagner, il devient le premier pilote à véritablement se battre pour la sécurité. Choqué par la mort de nombreux collègues, il entreprend une croisade que beaucoup jugent excessive. Stewart exige des casques renforcés, des barrières de sécurité, des équipes médicales présentes sur chaque circuit. Il refuse de courir sur des tracés qu'il juge trop dangereux. Cette attitude lui vaut beaucoup de critiques et de moqueries. Bernie Ecclestone lui-même déclare « Jackie essaie de transformer notre sport en ballet ». Pourtant, l'histoire donnera raison à Stewart. Ses combats sauveront des dizaines de vies. Fittipaldi, le jeune Italien au sourire éclatant, apporte la passion sud-américaine. Champion en 1972 à seulement 25 ans, il ouvre la voie à une lignée de pilotes brésiliens qui marquera profondément la discipline. Lauda incarne une autre figure, le calculateur, le méthodique. Autrichien issu d'une famille aisée mais ayant dû emprunter pour financer ses débuts, Lauda compense son manque de charisme par une intelligence de cours exceptionnelle et un travail acharné sur le développement technique. Le 1er août 1976 reste l'une des dates les plus sombres de l'histoire de la Formule 1. Le Nürburgring, ce monstre de 22 km, accueille le Grand Prix d'Allemagne. Lauda, le leader du championnat, a fait campagne pour boycotter cette épreuve, jugeant le circuit trop dangereux, en vain. Au deuxième tour, dans la descente rapide, sa Ferrari perd le contrôle. Personne ne sait exactement pourquoi. Suspension cassée, erreur de pilotage, la monoplace percute un talus rebondi et prend feu instantanément. Piégé dans son cockpit, Lauda respire les flammes et les vapeurs toxiques. 4 pilotes s'arrêtent pour l'extraire des décombres fumants. Merzario, Edwards, Lunger et Herc. Sans leur courage, Lauda serait mort carbonisé. Transporté à l'hôpital dans un état critique, Lauda reçoit l'extrême onction. Ses poumons sont gravement brûlés, son visage défiguré. Les médecins sont pessimistes. Le monde entier retient son souffle. 6 semaines plus tard, le 10 septembre 1976, l'impensable se produit. Au Grand Prix d'Italie, à Monza, Lauda se présente sur la grille de départ. Son visage porte encore les bandages. La douleur est évidente, mais il est là. Cette apparition relève d'un miracle médical et de la volonté pure. Lauda termine 4e de la course, arrachant des points précieux dans son duel pour le titre contre Hunt, le Britannique flamboyant de McLaren. Le championnat se joue au Japon. Sous une pluie diluvienne, Lauda, jugeant les conditions trop dangereuses, abandonne après 2 tours. Hunt termine 3e et devient champion d'1 point. Certains critiquent la lâcheté de Lauda, mais l'Autrichien, qui a regardé la mort en face, sait que certaines courses ne valent pas le risque. Il redeviendra champion en 1977 et en 1984, prouvant que son courage ne résidait pas dans l'inconscience, mais dans la détermination intelligente. En 1977 marque une nouvelle révolution pour Chapman. La Lotus 78, puis surtout la mythique Lotus 79 de 1978, introduisent le concept d'effet de sol. Le principe est d'une simplicité diabolique. Créer sous la voiture des tunnels aérodynamiques en forme de profil d'ailes inversées. L'air
accélérée sous le châssis, crée une dépression qui aspire littéralement la monoplace vers le sol. Plus la voiture va vite, plus elle colle à la piste. Les résultats sont stupéfiants. La Lotus 79 domine la saison, Andretti devenant champion du monde. Les chronos s'effondrent. Les autres équipes prises au dépourvu se lancent dans une course frénétique pour copier le concept. Williams développe la FW07, qui exploitera le concept encore plus efficacement. Brabham expérimente des systèmes de ventilateurs aspirant l'air sous la voiture. La FIA finira par interdire ces systèmes extrêmes, mais l'effet de sol, dans ses formes réglementaires, dominera la F1 jusqu'en 1983. Cette décennie voit l'émergence de dynasties constructrices. Lotus avec Chapman incarne l'innovation perpétuelle. Chaque saison apporte son lot de trouvailles techniques. Suspension active, monocoque en aluminium, puis en matériaux composites. Ferrari, éternel Ferrari, oscille entre génie et chaos. Enzo Ferrari, vieillissant, règne toujours en despote capricieux depuis Maranello. Ses décisions souvent incompréhensibles alternent coups de génie et erreurs catastrophiques. Mais la passion qui anime la Scuderia reste intacte. McLaren, sous l'impulsion de Ted Mayer et puis Ron Dennis, se transforme en organisation quasi militaire. Les bases de la future domination McLaren se posent durant ces années. Plus que jamais, la Formule 1 des années 1970 démontre qu'une bonne voiture peut transformer un bon pilote en champion, tandis qu'une mauvaise voiture condamne même les plus grands talents. Les budgets explosent, les équipes qui ne peuvent pas suivre disparaissent. La technologie devient le facteur déterminant. Et les pilotes, tout en restant essentiels, doivent désormais composer avec des ingénieurs, participer au développement, comprendre la télémétrie naissante. Une ère nouvelle s'annonce, encore plus technique, encore plus coûteuse, encore plus spectaculaire.